Merci à vous tous qui nous suivez et bienvenue à ce nouveau numéro que nous avons bien sûr l'honneur de vous le présenter. Pour ce nouveau numéro, nous allons analyser la situation sécuritaire et aussi parler de la politique en RDC avec M. Gaston qui est déjà avec nous. M. Gaston, bonjour. Bonjour, messieurs les journalistes. Vous allez bien? Nous sommes déjà en direct. Comment la santé et comment les activités? Oui, nous allons très bien, je vais très bien et j'espère que c'est pareil pour vous. Ouais, Dieu nous fait grâce. Et quelle analyse faites-vous aujourd'hui de l'évolution de la politique en République démocratique du Congo et au Rwanda, puisqu'on doit quand même parler aussi du Rwanda, vu que ce sont les deux pays qui sont en conflit? L'observation ou l'analyse que je peux faire, je dirais observation, c'est qu'au Rwanda, je pense que les choses changent d'une façon positive pour le peuple rwandais. Mais au Congo aussi, je pense que ça évolue. Malgré l'avancée de ces terroristes du M23, les choses évoluent positivement. Alors, je commence par le Rwanda. Le Rwanda, depuis qu'on a pris les sanctions, je pense que les autorités rwandaises, c'est pas que je pense, ça se voit, les autorités rwandaises commencent à s'enfoncer beaucoup plus loin dans les bêtises en s'attaquant aux pays beaucoup plus puissants qui ont aidé Kagame à arriver au pouvoir. Je dirais ici la Belgique, l'Angleterre, les États-Unis et l'Allemagne. Ces pays ont beaucoup fait pour que ces criminels arrivent au pouvoir. Maintenant que ces pays ont décidé de prendre des sanctions suite aux attaques à l'invasion de la République démocratique du Congo par l'armée rwandaise, Kagame n'arrête pas chaque jour de s'attaquer à ces pays. Dernièrement, vous l'avez vu, il avait décidé de suspendre les accords de coopération et développement et ça n'a eu d'impact que sur Kagame lui-même. Et ça, c'est du positif parce que certaines banques ont commencé à fermer les portes et beaucoup de gens qui travaillaient pour ces banques, pour les ONG qui étaient financées par la Belgique, ces gens ont été mis au bas du boulot ou bien au chômage. Donc ces gens n'ont plus de travail. Ça, c'est la première chose qui concerne le Rwanda. La deuxième chose qui concerne le Rwanda, c'est qu'à force de confondre les pays puissants qui ont mis au pouvoir avec le génocide qui a eu lieu au Rwanda, Kagame ne sait plus sur quel pied danser parce que ces pays, beaucoup de ces pays, ont décidé de ne pas s'associer à ce régime criminel qui est en réalité le régime génocidaire pour commémorer le génocide qui a eu lieu au Rwanda. Vous savez, au Rwanda, on commémore le 7 avril. Ici, je citerai par exemple que les autorités rwandaises avaient quasiment toutes les autorisations automatiquement, surtout en Belgique, pour faire des conférences au Parlement belge. Tout ça, ça a été supprimé. Il y avait des commémorations qui devaient se tenir dans la ville de Liège et les autorités de cette ville ont dit clairement qu'ils ne pouvaient pas continuer à fonctionner ce régime criminel. Donc, ils ont décidé d'annuler ces commémorations. Ça, c'est du côté du Rwanda. Et en plus de ça, vous avez vu dernièrement, on en avait parlé, monsieur le journaliste, que Kagame demandait aux Rwandais de se serrer la ceinture suite aux sanctions qui ont été prises par ces pays. Donc, les pays puissants. Vous savez, le Rwanda, si on veut décrocher des barrières de fond, des barrières qui financent le régime de Kigali. Donc, ça, c'est déjà mis de côté. Donc, au Rwanda, on en avait parlé, la
chercher à manger au Congo, ou bien ceux qui recevaient des aides venant des pays étrangers, les aides ont été coupées. Et la dernière chose concernant le Rwanda, monsieur le journaliste, c'est que Kagame a interdit, le régime de Kagame a interdit à toutes les organisations, la Croix-Rouge, les ONG, qui recevaient des aides venant de la Belgique, de stopper ces aides. Et ces organisations ou ces ONG ont été avertis que si jamais elles continuent à recevoir ou qu'elles percevaient encore de l'argent venant de la Belgique, que ces ONG allaient être condamnées. Donc, vous savez, c'est Kagame en fait qui est en train de scier la branche sur laquelle il était assis. Ça, c'est du côté du Rwanda. Alors pour la deuxième partie du côté du Congo, je dirais que la chose qui m'a fait beaucoup plaisir, c'est de voir que les Wazalendo résistent beaucoup plus qu'on ne le pensait. Parce que, vous savez, qu'ils s'approchent de Bukavu maintenant. Vous avez suivi toutes les attaques qu'ils ont menées un peu partout. À Walikale, même si ce régime reste à Walikale, mais les Wazalendo, des départs d'essai, existent. Et je pense que le régime de Kigali est en train d'utiliser le dernier carte qu'il a, qui est celle de se battre. Vous savez, Kagame utilise deux choses. Fight and talk. Dit que donc, il négociait, mais en préparant les attaques pour la guerre en même temps. Mais les autorités congolaises ont bien compris son jeu, donc de ne pas, et surtout les Wazalendo, de ne pas donner de répit à ce régime criminel, donc de l'attaquer de tous les coins. Ça prendra du temps, et je l'ai dit dès le début que le Kagame pouvait aller jusqu'à même à Kinshasa, comme les nazis ont fait. Les nazis, vous savez, ils ont fait de Berlin jusqu'à Moscou. Mais la guerre s'est terminée toujours à Berlin. Donc, est-ce que Kagame est en train de suivre exactement le même cheminement? Donc, le Congo résiste beaucoup mieux que les gens le prédisaient. Et la deuxième chose, pour terminer sur le Congo, vous avez suivi l'ambassadrice des États-Unis aux Nations Unies. Les mots qu'elle a prononcés, elle a bien précisé que l'œuvre des criminels, donc le M23, avec l'armée rwandaise, devait cesser toutes les attaques et surtout les appels à continuer la guerre. C'est un discours de belligérant. Donc pour continuer la guerre, pour continuer à commettre des massacres à l'est du Congo. Et ça c'est beaucoup, et c'est surtout que le régime de Kigali a été mis en garde concernant les attaques qu'il mène contre la MONUSCO. Ça aussi c'est quelque chose qui est positif, monsieur le journaliste. Voilà ce que je peux dire, mes observations sur la situation au Congo et en particulier, mais en général dans la région du Canada. Mais est-ce qu'on doit faire confiance à ces sanctions au moment où sur terrain, les réalités sont différentes? Est-ce que vous voyez pas peut-être que cette communauté-là est en train d'endormir aussi le gouvernement congolais et voire même l'armée congolaise? Il y a des cessez-le-feu qui sont décrétés, mais cependant, sur terrain, les réalités sont tout autres. Nous avons vu, le chef de l'État congolais était à Doha avec Paul Kagame. Ils ont déclaré un cessez-le-feu immédiat et sans condition, mais le lendemain, c'est la ville de Walikale qui était attaquée et tombée. Vous voyez pas que quelque part cette communauté internationale met un peu de confusion au sein de l'armée congolaise ou du gouvernement congolais? Vous avez raison, monsieur le journaliste, il faut rester prudent. Ce n'est pas parce que ces pays occidentaux ont décrété des sanctions qu'il faut baisser les bras et se dire la paix revient, Kagame va retirer ses troupes, donc la guerre va se terminer. Alors, pourquoi la guerre continue, monsieur le journaliste? Pourquoi Kagame continue persiste? C'est parce que, malgré ces sanctions qui ont été prises, certains pays occidentaux, ici je peux citer la France, certains pays ont pris ces sanctions à contre-guerre, mais en police continuent de soutenir ce régime criminel. Je le dis pourquoi? Parce que, par exemple, la France a s'est associée aux initiatives de certains pays
aller à Kigali. Et je le disais hier avec un ami, tôt ou tard, en retard, ça aura un impact sur la France, dans toute l'Afrique et dans le monde entier. Parce que quand on fait des sanctions comme ça, et que la France continue de collaborer avec le régime de Kigali, qui viole les femmes, qui tue les vieillards, qui tue les jeunes, qui tue en général les Congolais, tout ça, c'est répertorié, tout ça, c'est noté quelque part. Donc, Kagame continue à avancer comme ça parce qu'il y a la France qui est derrière. C'est tout simplement ça. Et je ne sais pas quel soutien donne la France, mais le discours de M. Macron en dit long sur l'engagement de la France du côté de ce régime criminel. Malheureusement, Kagame progresse, mais vous savez, monsieur le journaliste, la victoire diplomatique est déjà acquise. Pourquoi? Parce que maintenant, il y a beaucoup de pays européens qui nous déclarent haut et fort que Kagame doit être stoppé par tous les moyens. Ici, je peux citer encore la Belgique, qu'on juge, comme Kagame l'a dit, comme un petit pays, un pays minuscule, qui aurait diffusé le Rwandais, qui est faux d'ailleurs, parce que le Rwanda n'est venu en Belgique, pardon, la Belgique n'est venue au Rwanda qu'après la Deuxième Guerre mondiale, donc après 1918. C'était l'Allemagne qui était au Rwanda. Donc, ces pays comme la Belgique, l'Allemagne, l'Autriche, je peux dire aussi, l'Angleterre aussi, ces pays ont décidé, devaient arrêter, et ils ont pris des sanctions. Le seul pays qui contourne ces sanctions pour continuer à soutenir son régime, c'est la France. C'est la France qui, moi je considère comme co-responsable du génocide qui est en train de se faire à l'est du Congo. C'est pour ça que les autorités congolaises doivent réfléchir et ne pas donner de chance à ces criminels. À chaque fois que ces criminels vont essayer d'avancer, comme ils sont en train de le faire, essayer de le faire à Walikale, de bombarder sans arrêt, ne pas donner de chance à ces criminels pour qu'ils progressent. Alors, vous savez, pour que les négociations aient un effet, ou bien pour que la guerre s'arrête, pour que ces sanctions soient mises en pratique par ces pays occidentaux, il faut que le Congo montre les muscles. Personne d'autre ne se battra à la place des Congolais. C'est le Congo qui doit libérer ces territoires. Ici en Occident, on peut prendre des sanctions, on peut faire tout ce qu'on veut. Mais le dernier mot, ou la dernière décision, revient aux autorités congolaises. Il faut restaurer l'autorité dans les zones qui sont occupées. Donc, pour résumer, les sanctions ont un effet, surtout directement sur le Rwanda, mais pour que le cessez-le-feu soit mis en place à l'est du Congo, il faut que le Congo montre les muscles parce que c'est le seul langage que Kagame comprend. Est-ce qu'aujourd'hui, faut-il dénoncer ouvertement la France qui est derrière le Rwanda ou peut-être qu'il faut engager encore une diplomatie de discussion avec la France pour qu'ils arrêtent de soutenir le Rwanda? Vous savez, il faut, nous qui sommes ici en Occident, en France, on le dénonce tous les jours. Mais il va falloir que les autorités congolaises parlent à haute voix de cette collaboration qui existe, qui est mise en pratique, qui tue. Cette collaboration entre la France et le Rwanda facilite un génocide des Congolais et surtout à l'est du Congo. Donc, il faudrait que les autorités congolaises le parlent fort, le dénoncent ouvertement, parce que, vous savez, Macron s'est engagé à donner la francophonie à un pays anglophone. Je ne sais pas si vous avez suivi le discours de M. Olivier Nduhungirehe, c'est le ministre des Affaires étrangères rwandais, à New York. Ce monsieur, il a parlé hier, il a expliqué en anglais, il a dit que les troupes rwandaises se
Rwanda. Ça veut dire quoi, les troupes rwandaises ne se trouvent pas au Rwanda, ils se trouvent au Congo. Par contre, il a dit qu'ils avaient pris des mesures pour qu'il n'y ait pas d'attaque venant du Congo vers le Rwanda. Les journalistes lui ont demandé depuis quand les attaques ont eu lieu depuis le Congo sur le Rwanda. Il n'a pas expliqué. Il disait qu'il y avait eu un génocide, que les FDLR pouvaient traverser la frontière. Et la question qu'on lui a posée encore une fois, c'est quand est-ce que les FDLR ont attaqué le Rwanda ces dernières années? Il a dit qu'il y a eu plus de 20 attaques. Il n'a pas pu expliquer. Une chose qui est bien, c'est qu'il a dit que les troupes rwandaises ne se trouvaient pas au Rwanda. Mais il n'a pas dit où les troupes rwandaises se trouvent. Donc, tout le monde sait que ça se trouve au Congo. Donc, pour moi, le Congo doit continuer à monter les muscles, bombarder ces zones qui sont occupées, mais aussi continuer la diplomatie parce qu'au niveau diplomatique, le Congo a déjà gagné cette guerre. Monsieur le journaliste, c'est une guerre qui sera longue. C'est une guerre qui va demander l'implication de tous les Congolais et de tous les Rwandais aussi. Je dis de tous les Rwandais qui veulent la paix. Pas cette brique qui est installée à Kigali, qui veut toujours massacrer les Africains en général, et les Congolais et les Rwandais en particulier. Voilà ce que je peux dire là-dessus, monsieur le journaliste. Alors, aujourd'hui, toute la population a besoin de vivre la paix dans la partie est de la RDC. Il y a le chef d'État Félix Tshisekedi qui a engagé les consultations par son conseiller spécial en matière de sécurité. L'opposition refuse catégoriquement de participer à ces consultations. Vous, en tant qu'analyste politique, vous voyez quand même ce qui peut arriver. Est-ce que ces consultations sont importantes? Est-ce que c'est le moment? Est-ce qu'il y a une autre façon de faire pour qu'aujourd'hui, il puisse avoir un gouvernement d'union nationale ou de cohésion nationale pour la paix dans la partie Est? Allô? Allô, monsieur Gaston? Vous êtes là? Oui, je pense qu'il y a un petit problème de connexion. On est en direct avec monsieur Gaston, puisque là, nous sommes en train de parler de la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Pour monsieur Gaston, il est question aujourd'hui que la RDC continue de faire pression sur Paul Kagame, sur même la France. Donc, pour lui, c'est la France qui continue à maltraiter ou à maltraiter le Congo en soutenant le Rwanda. Et tout ça, là, nous devons dénoncer et l'armée congolaise, voire même les autorités de la RDC doivent tout faire pour que paix et en Amboka et doivent tout faire pour dénoncer la France. Parce que quand la France continue à soutenir le Rwanda, la France continue à armer le Rwanda, la France est derrière tout ce qui se passe et nous devons dénoncer cela avec la toute dernière énergie afin que paix et en Amboka la au Congo. Alors, il a soulevé plusieurs points. Aujourd'hui, la RDC est victime, il y a Banguna et Belé. Le Congo est victime, il y a Batubele au Balingimboka, Ote Balinka Mboka et continue causant la guerre. Monsieur Gaston dénonce l'ingérence. Il est avec nous, monsieur Gaston, vous êtes là? Oui, monsieur le journaliste, on s'était coupé et je n'ai pas entendu la fin de la question. Je ne sais pas si vous savez la répéter. Oui, la question c'était, aujourd'hui, il y a, la question c'était la suivante. Allô, monsieur Gaston? Voilà, il y a encore un petit problème de réseau. Je pense que nous allons résoudre ce problème-là dans quelques poussières de minutes pour continuer avec monsieur Gaston, puisqu'il y a des questions que nous devons le poser. Dans quelques minutes, là, il sera avec nous. Nous allons continuer avec cette émission, puisque là, on doit éclairer l'opinion sur les vraies réalités de ce qui se passe dans ce pays. Ça fait mal de voir que un pays agressé, ça fait 30 ans, mais la France continue à soutenir le Rwanda. C'est aberrant, ça. À quel temps Macron était venu ici, reçu par le chef de l'État. Oui, monsieur Gaston, vous êtes là? Alors, vous m'entendez? Oui, ça va. Vous nous attendez aussi? Bon,
m'entendez, monsieur le journaliste? Oui, je vous entends. Vous aussi, c'est bon. Ah, vous m'entendez? Oui, vous êtes là? Ah oui, mais j'étais dans la voiture et je me suis arrêté parce Oh, qu'on ne s'entendait pas très bien. Alors, je pense que ça devrait aller maintenant. d'accord. Je vous ai posé, la question était la suivante. Il y a le chef de l'État, Félix Tshisekedi, qui a engagé les consultations par la ministre de ses conseillers en matière de sécurité. Est-ce qu'aujourd'hui, l'opposition n'en veut pas? Est-ce qu'avec ce genre, avec ces consultations, on peut s'attendre à la paix? Ou il y a peut-être une autre méthode qu'on peut utiliser pour arriver à la formation d'un gouvernement d'union nationale en vue de la paix dans la partie Est? Quelle est votre idée quant à ça? Oui, merci pour cette question. Je pense que tout Congolais de bonne volonté doit s'associer à ce gouvernement parce que ça doit être un gouvernement de combat pour la libération du pays. Alors, quand je vois l'opposition, ou les gens qui se déclarent politiciens de l'opposition, commencer à s'attaquer à Tshisekedi, à refuser la main tendue par le président pour qu'on ramène la paix à l'est du Congo, à l'intérieur du pays en général, je me dis que ces gens sont au service de l'ennemi. Alors, les négociations ou les consultations peuvent donner le résultat que quand tous les Congolais se mettent ensemble pour arriver à une solution durable ou une solution négociée. Mais ça ne marchera qu'avec les gens qui aiment vraiment le Congo. Moi, j'ai constaté qu'au Congo, il y a deux catégories de politiciens. Il y a des politiciens qui sont là pour des postes et il y a des politiciens aussi qui sont là parce qu'ils ont envie de servir. Je suivais ce matin monsieur, je ne me souviens plus, il s'appelle Safou, je crois, ou Safi, qui mettait le dos, qui mettait tous les problèmes que connaît le Congo actuellement sur le dos de Tshisekedi. Et je n'ai pas compris, ou bien je me demande si son messieurs connaît Tshisekedi, quand est-ce qu'il a pris le pouvoir, quand est-ce qu'il est arrivé au pouvoir, et dans quelles conditions il est arrivé au pouvoir. Est-ce que son messieurs connaît Kabila, combien de temps il est resté au pouvoir, et dans quelles conditions il est arrivé au pouvoir. Son messieurs qui se déclare analyste et politicien, qui veut soi-disant redresser le Congo, accuse le président de la République d'avoir détruit le Congo. Alors qu'il est à peine arrivé au pouvoir, la guerre a commencé. Mais messieurs, ce n'est pas le M23, ce n'est pas quelque chose qui est nouvel au Congo. Le M23, je rappelle, a été
au moral. Mais ça ne veut pas dire que c'est l'argent qui va combattre. Comme je l'ai dit toujours, les Wazalendo ne sont pas payés, mais ils se battent avec leur cœur, parce qu'ils ont le Congo à leur cœur. Ici aussi, pour quelle négociation, n'importe quelle négociation donne de résultats, il faut une arme forte, il faut mettre en débandade l'ennemi. Dès que l'ennemi sera en débandade, même ceux qui ne veulent pas se négocier avec le gouvernement, ou bien même ceux qui ne veulent pas se rattacher, ou bien se rallier au gouvernement pour trouver une solution, ils vont le faire. Mais il faut que le Congo montre les muscles, il faut que les sociétés congolaises partout continuent à parler le même langage et diplomatiquement, ils sont au top, mais il faut que militairement aussi, ils reviennent au top. Là, on verra que ces politiciens ou bien ces gens qui convainquent qu'ils viennent négocier, ils vont venir tout seuls, monsieur le journaliste. Alors, pour me résumer, ces négociations ou bien ces consultations vont donner des résultats positifs avec ceux qui aiment la paix. Et on sait que certains politiciens, ils sont dommages, malheureusement, avec l'ennemi. Donc, mais il faut continuer à négocier et même ne pas oublier qu'il faut bouter l'ennemi hors du pays, du territoire. Alors, aujourd'hui, vous avez parlé de Martin Fayulu, vous avez parlé du docteur Mukwege. Cependant, toutes ces personnalités-là attendent le dialogue selon le format Senko ECC. Est-ce que ce qui n'est pas encore appliqué par le régime Tshisekedi? Est-ce pas une confusion déjà qui s'annonce au sein de la classe politique? Moi, je pense que Senko, ces histoires qui impliquent les hommes de l'église, c'est quelque chose qu'il faut absolument interdire. Il faudra absolument l'interdire au Congo. Mais vous savez, monsieur le journaliste, la démocratie, c'est une bonne chose. Mais à un moment donné, la démocratie devient nuisible, surtout dans un pays en guerre. Je pense qu'au Congo, il y a des choses qu'il faudrait absolument interdire. Genre, des gens qui vont rencontrer, soit en disant hommes de l'église, qui vont rencontrer et commencer à négocier avec l'ennemi. Ça, c'est nuisible pour le Congo. Donc, tous ceux qui veulent se rallier à ces hommes de l'église, ces cardinaux, pour forcer le gouvernement congolais à rencontrer le M23, il faudrait les interdire. Donc, il faudrait que le gouvernement prenne des mesures. Je sais que les gens vont dire que c'est de la dictature, mais en cas de guerre, même ici en Europe, tous ceux qui essayaient de rencontrer, ne fût-ce que rencontrer les nazis, les gens étaient fusillés sans discussion, sans procès. Ils étaient fusillés. Et je ne vois pas pourquoi ceux qui commettent le génocide, ceux qui sont pires que les nazis au Congo, les gens se permettent d'aller les rencontrer et reviennent en disant qu'ils veulent la paix. Ces gens, ils veulent l'anéantissement du Congo, ils veulent la mort des Congolais. Donc, personnellement, je pense que si Fayulu ou bien Denis Mukwege, ils sont en connivence ou bien ils prônent la feuille de route qui est prêchée par la Senko et les cardinaux, je pense que ces gens, ils n'ont pas hésité à l'exclure, malheureusement. Il faut les exclure parce que en cas de guerre, il y a des droits, malheureusement, qu'il ne faut pas fouer et les ramener sur la table après quand on gagne la guerre. Parce que si on continue comme ça, l'ennemi va arriver à Kinshasa sans qu'on s'en aperçoive. Voilà, ce que je peux dire là-dessus. Après la rencontre Félix Tshisekedi et Kagame à Doha, il y a des rumeurs, il y a même la porte-parole du gouvernement, la porte-parole du chef d'État Félix Tshisekedi qui a annoncé que la délégation congolaise, on étudie encore la possibilité pour qu'ils arrivent à Doha. Mais déjà, il y a la population, il y a la délégation M23 AFC qui est à Doha et la délégation congolaise est attendue. Qu'est-ce qu'on peut attendre de cette rencontre entre la délégation congolaise et la délégation du M23 AFC par rapport à cette rencontre qui peut avoir lieu à Doha? Malheureusement, monsieur le journaliste, je vais peut-être décevoir certains. Cette
cette méthode a été utilisée au Rwanda à l'époque quand Kagame était dans le maquis avec son parti FPR. Il utilisait la méthode de négocier et puis continuer la guerre. Et c'est pendant ces négociations, au moment où on allait arriver à une solution négociée, qu'il en a profité pour tuer le président Habyarimana et le président burundais. Tous des Hutus. Donc, là aussi, c'est exactement le plan de Kagame qui est en train d'être mis en pratique. Et malheureusement, aveuglement, les autorités congolaises sont en train de tomber dedans. Alors qu'ils le savent, alors qu'ils ont tout pour gagner la guerre. Je dis qu'ils ont tout pour gagner la guerre parce que quand on a un pays puissant comme les États-Unis qui prend la parole aux Nations Unies, l'ambassadrice parle de l'invasion du Congo par la rwandaise et par le M23, là je pense que c'est un appui fort qu'il faudrait exploiter. J'espère que les autorités congolaises vont l'exploiter. Alors, tout ce qui va se faire à Doha, ces négociations, Kagame n'a rien à faire avec parce que Kagame sait que s'il perd la guerre, eh bien, sa place, c'est la prison à vie. Il le sait très bien. Et il sait qu'il est en train de perdre la guerre. Donc c'est pour ça que je demanderai aux autorités congolaises avant toute chose, avant n'importe quoi qu'on rencontre, il faut chasser ces criminels du hors du territoire congolais. Tant qu'on laissera ces criminels, ou bien on essaiera de négocier avec ces criminels, n'importe où, malheureusement l'objectif n'a pas changé, c'est faire semblant de négocier tout en cherchant les moyens de tuer le négociateur. C'est ce qu'ils ont fait au Rwanda et c'est ce qu'ils sont en train d'essayer de faire au Congo. Je pense que les autorités congolaises devraient faire très attention. Monsieur le journaliste, il ne faut pas oublier qu'à plusieurs reprises, Kagame a essayé de tuer Tshisekedi. Il n'a pas réussi. Donc, on essaie de piéger Tshisekedi pour le tuer encore une fois. Malheureusement, si les autorités congolaises ne font pas attention, ça risque d'arriver. Voilà ce que je peux dire là-dessus. Alors, selon vous, aujourd'hui, quelle serait la meilleure recette pour résoudre la crise dans la partie est de la République démocratique du Congo? Est-ce que aller faire la guerre, éviter toute négociation avec le Rwanda, ou que faut-il faire réellement pour que cette situation est délicate? Il faut instaurer la paix dans la partie est. Quelle est la meilleure recette selon vous? La meilleure recette pour restaurer la paix au Congo. Vous savez, le Congo a des alliés. Le Congo a des alliés, comme le Burundi par exemple. Le Congo a un autre allié de poids, la Belgique, un autre allié de poids, les États-Unis. Et il faut faire exactement comme le Rwanda fait à l'est du Congo. Notamment, soutenir ceux qui combattent ce régime de criminels. Il y a beaucoup de Rwandais qui sont prêts à se sacrifier pour que ce régime dégage. Je me demande pourquoi les autorités congolaises ne devraient pas faire comme ça, les soutenir ouvertement. Parce que si on demande au gouvernement congolais de négocier avec le M23, on sait très bien que c'est une coquille vide de l'armée rwandaise. Donc, si on demande aux autorités
son régime. Car le Congo doit s'en débarrasser par tous les moyens. Mais il faudrait lui donner les moyens pour que dès qu'il rentre au Congo, ne soit pas Dieu pour que Kagame revienne encore soit disant pour les chercher, mais qu'ils aillent et mettre de l'ordre au Rwanda. Et je sais qu'ils sont capables. Voilà ce que je peux dire à monsieur le journaliste. Merci beaucoup à vous, Monsieur Gaston. Un mot de la fin. Je ne sais pas s'il y a une question que vous avez voulu peut-être parler, qu'on ne vous a pas posée. Vous pouvez en parler. Merci beaucoup. Je remercie d'abord, je vous remercie d'abord au Congo de m'avoir invité, me donner la parole. Vous savez, les Rwandais n'ont pas malheureusement coupé la parole parce que vous savez, pour que ces criminels de Kigali restent au pouvoir, ils doivent se victimiser toujours pour pouvoir exterminer la majorité. Vous savez qu'ils sont minoritaires. Donc, merci de m'avoir donné la parole pour que je dénonce encore une fois et je donne la position de beaucoup de Rwandais avec qui je discute sur la situation dans la région du Grand Lac. Je remercie aussi mes frères Wazalendo qui, avec le cœur et qui portent le Congo à leur cœur. Je le dis souvent, la libération du Congo, ça sera la libération de toute l'Afrique parce que le Congo, c'est un Congo. La paix reviendra toujours encore dans toute la région du Grand Lac. Donc, je vous remercie de cette invitation. C'était un honneur d'être avec vous. Et je remercie aussi les autorités congolaises pour la victoire diplomatique, la victoire militaire. On l'attend toujours, mais ça viendra, il faut continuer. Et je remercie surtout la ministre des Affaires étrangères congolaise, cette dame, qui maîtrise bien le dossier et surtout qui a pu ramener la Belgique dans le giron du Congo pour que les deux pays se mettent ensemble pour gagner cette guerre. La victoire viendra toujours au peuple congolais, messieurs les journalistes. Et je vous remercie encore une fois de m'avoir invité. Et c'est un honneur d'être avec vous. Un grand merci à vous aussi, M. Gaston, d'avoir répondu à notre invitation. Nous rappelons que vous êtes analyste politique et surtout un grand merci pour l'amour que vous manifestez pour la population congolaise et tout le peuple congolais ainsi que le peuple rwandais aussi, puisque en réalité, il n'y a pas de problème entre la population congolaise et la population rwandaise. Le grand problème que nous avons tous, c'est les criminels, les Kagame qui tuent sans relâche. En tout cas, un grand merci à toute la population qui nous avait suivis. La paix, l'amour du Congo. Nous devons tous avoir cet esprit-là. Nous devons lutter pour qu'il y ait la paix dans la partie Est et surtout qu'il y ait la communion, l'unité et l'amour entre nous. Ne jamais trahir le Congo ne doit pas être un slogan, mais ça doit être une réalité. Manifestons cet amour-là vers le Congo. Prenons l'unité et boutons dehors tout esprit de trahison. Grand merci à vous tous qui nous avez suivis et restez branchés sur Congo Live, la chaîne d'information et la chaîne de vérité. 081 244 83 09, 081 244 83 09, c'est notre numéro. Allez, bonne suite des programmes sur Congo Live. On est ensemble. Audio Jungle.